Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'Estrade Bianche, la course femme. L'Estrade Bianche donnée, on va revenir un petit peu sur les coureuses au top, les bonnets d'âne de cette journée. On fera pas de résumé, parce que c'est comme pour la course masculine. Je pense que au bout d'une semaine, un peu plus d'une semaine, vous avez eu le temps de voir la course, ou du moins de voir au moins un résumé de cette épreuve, si vous aviez envie de la suivre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Ça, c'est sur mobile, à côté du bouton pouce bleu. Les compteurs sont remis à zéro dimanche soir, mais je rappelle qu'il va y avoir Milan San Remo cette semaine également, les courses de biathlon à Oslo et Maine-Collen, et même Nokere Course ce soir avec Milan-Turin. Donc voilà, et le Grand Prix de Denain aussi. Donc le programme est assez chargé dans les jours à venir. Bon, on commence tout de suite par cette vidéo. C'est Strade Bianche Donné qui, j'ai envie de dire un petit peu comme l'an dernier, ont été plus intéressantes que la course masculine, parce que plus de densité au départ. Là, on a eu des surprises également très importantes, enfin importantes du moins. C'est vrai que comme au championnat du monde, au final, on a l'impression que toutes les filles les plus importantes se sont fait piéger ou n'étaient pas incroyablement en forme. Et ce qui fait que, je dirais pas qu'on a eu des seconds couteaux à l'avant, mais à part Nevia Doma, on a eu très peu de grosses stars aux avant-postes, avec également Elie Chabet, qui commence à progresser de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a des grands noms qui sont passés à côté. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. C'est qu'on a des grands noms qui sont passés à côté, notamment des Van der Breggen, des Pauline Ferrand-Prévot, qui n'ont pas eu une course facile, qui n'ont pas réussi à trouver la solution, alors que oui, Longo Borghini elle aussi ne s'est pas fait avoir, mais c'est vrai que Magdalene Vallière également ne s'est pas fait avoir, la championne du monde, mais oui, il y a des filles qui sont passées à côté, qui n'ont pas été forcément dans la bonne cassure au bon moment, qui se sont retrouvées dans ce groupe qui s'est fait piéger par la direction de la moto. Il faudrait que certaines moto-ouvreuses se rappellent qu'elles ont quand même une responsabilité importante et qu'il ne faut pas qu'elles se trompent de chemin. Alors, je pense pas que c'était fait exprès, mais c'est vrai que comme les filles, alors même si vous devez connaître le parcours, même si vous avez les GPS sur les compteurs, certaines filles sont pas accrochées à leur compteur non plus visuellement. Et ça serait bien, dans ce genre de cas, que les motos ne se plantent pas sur le parcours, parce que oui, ça peut avoir des conséquences. Alors là, de toute manière, je pense que même si il n'y avait pas eu cette erreur de trajectoire, elle ne serait pas revenue sur le groupe de tête, parce qu'à ce moment-là, ce groupe de tête était déjà bien parti à l'avant de la course. Mais ça a été une course sympa à suivre, parce qu'il y a eu, certes, on avait, je pense, une Elie Chabet qui était forte, mais il y a eu pas mal de retournements de situation, à des moments des filles qui semblaient en difficulté et qui revenaient en forme. Une Longo Borghini qui n'arrivait pas à faire la différence, Nevia Doma non plus, parce qu'on n'était pas sur les coureuses qui ont le plus de vitesse en plus. Donc c'était intéressant à suivre, et à la fin, c'est quand même l'équipe qui avait le plus de monde à 50 bornes de l'arrivée qui s'impose à l'arrivée quand même. On voit que la force du collectif, comme chez les garçons, a été importante, mais bon, ça n'a pas été si facile que ça pour la FDJ Suez pour s'imposer dans cette course. C'est la deuxième année d'affilée quand même que la FDJ, qu'une fille de la FDJ United s'impose, mais en plus là ils en mettent deux sur le podium. Donc il faut saluer quand même la performance de l'équipe française, qui va peut-être être sponsorisée également par Red Bull à l'avenir. Red Bull pourrait financer la structure française avec la FDJ, ce qui montre quand même plusieurs choses.
Tout d'abord, bien que Red Bull ne pense pas que le cyclisme féminin soit aussi populaire à l'avenir que le cyclisme masculin, et certes veut bien mettre de l'argent, mais ne veut pas avoir tout le poids d'une structure sur les épaules et prendre ce risque-là, contrairement au cyclisme masculin. Deuxièmement, ça montre quand même que les budgets augmentent beaucoup du côté du cyclisme féminin, mais que les revenus, eux, n'augmentent pas. Et c'est là il va y avoir quand même de plus en plus un problème, comme chez les garçons, où bah, on va peut-être aller dans le mur, et il va falloir trouver des solutions, notamment du côté des organisateurs, mais du côté de l'UCI également, pour peut-être bloquer les budgets dans les années à venir. Eh bien, voilà, je crois que nous avons pas grand-chose d'autre à dire dans cette avant-vidéo, on va dire, dans cette introduction. Donc nous allons passer tout de suite au cours aux The Top. Attaque de Marlou! On passe au cours aux The Top. Elie Chabet, je pense que tout le monde était content quand même à l'arrivée de voir Elie Chabet s'imposer, parce que c'est une fille qui a mis du temps à percer, qui a surtout été pendant très longtemps une équipière majeure. C'est toujours le cas même, hein. C'est une équipière de Demi Vollering, mais c'est vrai qu'elle a un peu plus de liberté chez FDJ Suez qu'elle pouvait l'avoir chez Canyon SRAM. Chez Canyon SRAM, c'était vraiment une fille hyper importante dans le collectif, mais c'était une équipière. Voilà, c'était son rôle. Et en équipe de Suisse, elle a toujours été aussi dans l'ombre de Marlène Reusser, par exemple, que ça soit sur les contre-la-montre, que ça soit sur les courses en ligue. Et puis, même en équipe de Suisse, maintenant, vous avez des filles comme Zanetti, comme Noémie Rueg, qui commencent aussi à prendre pas mal de place dans ce collectif suisse. Et on avait l'impression qu'elle était un petit peu plus derrière, et surtout on se demandait si un jour elle pourrait gagner une grande épreuve dans son palmarès, parce que c'est une fille qui a l'air d'être très sympathique, c'est une fille qui qui a fait des études de médecine, hein, je crois aussi, hein, comme Reusser. Elie Chabet, elle a fait beaucoup d'études, donc elle est arrivée assez tard dans le cyclisme. Elle est arrivée en 2018, donc à 25 ans, chez Cogeas, qui était donc l'équipe Roland, en gros, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà. Équipe qui existe toujours en 2026, mais qui est en continental, hein, parce que l'équipe a repris. Alors, elles sont seulement 7 pour le moment dans l'effectif. On verra s'il y aura un peu plus de filles, et notamment Samsonova, qui est dans cette équipe. Mais oui, ça a été... c'était une fille qui était un peu dans l'ombre. Et l'an dernier, elle a déjà pris pas mal la lumière, je trouve, parce que elle n'était pas simplement équipière de Vollering. Elle n'était pas simplement équipière chez FDJ Suez, qu'elle a quand même sauvé le Tour de France de FDJ Suez, bon, avec une Vollering quand même, mais qui n'a pas gagné. Elle a quand même pris le maillot à pois sur cette épreuve. Elle s'est bien battue pour aller chercher le maillot à pois. Victoire quand même sur le Tour de Romandie aussi, où elle avait été excellente sur cette épreuve ensuite derrière. Et puis les championnats du monde, où on avait presque des regrets pour elle de cette 4e place, parce qu'elle s'était lancée un peu tardivement. Je pense que du côté de la Suisse, on avait envoyé des éléments à l'avant de la course, mais qui n'étaient pas les meilleurs, et on s'attendait pas à ce que l'échappée lancée notamment par Evita Music aille aussi loin et se partage la victoire. Et quand on l'a compris un peu tard, et c'est vrai qu'Elie Chabet a lancé les hostilités trop tardivement, une Marlène Reusser qui n'était pas au top physiquement. On s'est Voilà, d'une situation qui était plutôt favorable à la Suisse à un moment, s'était transformée en situation très défavorable. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui d'Elie Chabet sur cette épreuve d'Estrade Bianche, c'est qu'elle s'est battue. Elle a vraiment dû se battre, parce que elle a été animatrice de la journée, mais c'est elle qui déclenche à plus de 40 bornes de l'arrivée. Sauf que comme elle déclenche à plus de 40 bornes de l'arrivée, bah ça crée de la fatigue chez Elie Chabet. Tout le monde n'est pas Pogacar, tout le monde n'est pas Paul Sexas. Donc on a vu que physiquement, au bout d'un moment, il y avait un petit coup de mou. Et le problème, c'est quand elle a eu un coup de mou, c'est pile au moment où, par exemple, Lungo Borghini a accéléré, ou Nevia Doma a tenté. Et on le voit dans le Tolfé, dans le dernier passage du Tolfé, c'est ric-rac quand même, hein, pour Elie Chabet. Ça a deux doigts de se retrouver dans le deuxième groupe, et peut-être que ça aurait changé la situation, et que ce deuxième groupe
enfin ce groupe de filles qui était lâchées du premier groupe, n'aurait jamais réussi à rentrer. Et puis elle a réussi à s'accrocher, et puis même dans la montée finale, il y a un moment on la voit, on pense qu'elle est... Alors moi je pensais pas distancée, mais on voit qu'elle jauge un peu ses adversaires, on se dit est-ce qu'elle va réussir à remettre? Est-ce qu'elle va réussir à passer? Et puis, on la voit, elle accélère, mais elle se retrouve en troisième position. Normalement, quand tu es en troisième position au sommet de cette bosse, avant le virage sur la droite, c'est quand même compliqué après de dépasser, sauf qu'elle va profiter d'une erreur de Longo Borghini qui va prendre un virage vraiment trop vite. Et là, bah, elle a pu s'imposer, elle a pu saisir sa chance. Mais pour moi, c'est une belle récompense pour Elie Chabet parce que c'est quand même une fille qui a toujours fait un gros travail d'équipière à la Cayenne SRAM dans plein d'équipes dans lesquelles où elle est passée, c'est vrai, et même à la FDJ Suez l'an dernier, elle a fait ce travail-là et qui méritait, je pense, d'avoir un moment sa chance, qui mériterait d'être leader du côté de la Suissesse et ça fait plaisir, voilà, de la voir aux avant-postes, de la voir s'exprimer et puis de voir la joie également de Demi Vollering parce qu'on voit que Demi Vollering n'est pas euh, elle l'avait dit quand elle a été arrivée l'an dernier chef FDJ Suez, Demi Vollering, qu'elle voulait également ne pas simplement être leader un peu ogre qui monopolise l'équipe pour tous ses résultats, pour tous ses objectifs. Elle voulait également pouvoir faire ce rôle d'équipière sur certaines épreuves, de s'enlever aussi de la pression de cette manière-là. Et depuis l'an dernier, on le voit qu'elle le fait sur certaines courses. Moi, je me rappelle l'Amstel notamment, où elle laisse les clés du camion à Juliette Berthet qui est à l'avant de la course. Là, bah voilà, elle est un peu piégée. Pas de problème, il y a Corps, il y a Chabet, ça va, on est en avant-course. Elle n'hésite pas à faire le travail pour le collectif également, et ça, je trouve que beaucoup de leaders ne le font pas. Et il faut saluer quand même ce travail-là de Demi Vollering. Parce que c'est vrai que des fois on critique un peu ses stratégies de course ou des fois sa manière de faire, mais il faut aussi le dire quand c'est bien et quand elle fait les choses correctement. Je saluerai également la troisième place de Corps qui a passé un cap depuis le Tour de France de l'an dernier quand même sur ce type de parcours. C'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'avant Francisca Corm, on se disait c'est vraiment une baroudeuse, mais que pour le plat. Et on voit que sur des parcours beaucoup plus durs, eh bien, elle arrive à tenir la cadence. Elle arrive maintenant à être efficace, très efficace sur ce type de parcours, la championne d'Allemagne. Et c'est vrai que depuis ce Tour de France, elle enchaîne. Et même le Tour de Belgique, déjà ça a commencé avec le Tour de Belgique et son titre de championne d'Allemagne. Elle enchaîne les résultats. Elle est très impressionnante. Là, depuis quelques temps, Francisca Corr. Et il va falloir faire attention à elle parce que chez FDJ Suez, elle aura un rôle d'équipière, bien entendu, autour de Vollering, mais sur certains formats de course, elle peut vraiment être très difficile à battre. Et on l'a vu là, hein, faire un peu le travail pour Chabet, mais réussir quand même à aller chercher cette troisième place. Cinquième du Hetnesblatt également chez les filles, où elle avait été très solide, et je pense notamment à Gand, par exemple, qui aura lieu dans une dizaine de jours. Elle va être très dangereuse sur cette épreuve-là, Francisca Corr, donc ça va être intéressant à suivre ce qu'elle arrive à faire. Francisca Corr sur cette course. Mais oui, bien satisfait de ce qu'a fait la FDJ Suez parce qu'on a vu des très très belles choses dans le collectif de cette équipe et qui a su faire la différence. Donc bravo à cette formation de la FDJ Suez. En fait, la seule qui a été en difficulté, c'est Juliette Berthet. Donc je rappelle Juliette Labousse, mais qui est mariée maintenant à Clément Berthet, donc qui a changé de nom. Juliette Berthet qui est tombée et qui a dû abandonner la française. Alors on n'a pas d'informations comme quoi il y aurait une blessure du côté de Juliette Berthet sur Pro Cycling Stats, mais voilà, ça a été une journée. C'est la seule qui a une journée vraiment difficile du côté de la FDJ Suez. Voilà, qui est une course qui n'a pas vraiment fonctionner et c'est dommage parce que l'an dernier elle avait fait vraiment une belle épreuve, hein, Juliette Berthet, elle avait été vraiment efficace, donc dommage voilà pour la française sur cette course.
On poursuit du côté des meilleurs éléments de cette course, du côté de ces Strade Bianche, avec un autre top désormais, c'est Magdalene Vallière. Oui, pourquoi Magdalene Vallière? Une course très solide de sa barre et je trouve un très bon début de saison du côté de Magdalene Vallière. C'est pas facile d'être championne du monde dans une course comme ça qui a été avec un scénario surprenant. C'est vrai qu'on se souvient de Pedersen, on disait oui, Pedersen, c'est pas un vrai champion du monde. En gros, ça arrive trop tôt dans sa carrière, on sait pas si c'est un coureur qui va être efficace. Il y a eu des cas comme ça, Ballan par exemple, qui c'est vrai a eu un titre de champion du monde, mais qui avait eu beaucoup de mal avec ce maillot. Et c'est pas toujours simple de réussir à encaisser le fait d'avoir ce maillot de championne du monde dans un scénario de course qui avait été très très surprenant au Rwanda et de réussir à redémarrer derrière la saison parce que bon, elle avait été forte sur la semi-classique italienne, c'était sur le Giro d'Alemidia et puis sur les trois vallées varésines, mais on était juste après les championnats du monde. Donc elle avait peut-être pas encore réalisé l'importance de ce maillot. Je pense que alors, en fin de saison, elle est rentrée peut-être chez elle, elle avait été voir ses proches, ce genre de choses. Je pense que ça lui a fait réaliser à quel point c'était important ce titre de championne du monde. Et parfois dans ce genre de situation, après, c'est difficile de redémarrer parce que ça change également votre perception. Enfin, ça change le regard des autres dans le peloton. C'est-à-dire que maintenant, Magdalene Vallière, elle est attendue. On n'est plus sur une fille qui est un jeune talent prometteur, qui a fait une bonne fin de saison. Non, on est sur la championne du monde en titre. Et avoir cette pancarte-là n'est pas toujours facile à gérer. Ça peut être très dur. Et on a vu des champions du monde pas réussir du tout à s'en sortir. Sauf que Magdalene Vallière, t'as l'impression que ça lui passe, j'ai envie de dire, complètement au-dessus, et qu'elle court toujours de la même manière. Un peu comme Pedersen qui, au final, malgré ce titre de champion du monde, n'a pas vraiment changé et continuait, je dirais, de courir un peu de la même manière. J'ai l'impression que Vallière, elle fait son cyclisme, elle s'en fout en fait de ce que pensent les autres, et elle, son objectif, c'est de faire du cyclisme et de prendre du plaisir et essayer de progresser d'année en année, et on la voit. Elle est vraiment aux avant-postes sur les courses. Elle est toujours aussi offensive, comme on l'avait vu en fin de saison dernière. Et puis là, elle est partie dans mon groupe. Elle a tenté sa chance à plusieurs reprises. Je pense pas que c'était la fille qui était la plus forte vraiment du groupe. On voit que quand ça a commencé à accélérer, elle a craqué dans la montée à Sienne, mais à chaque fois qu'il y a eu des accélérations, que ça soit de Chabet, que ça soit de Neviadoma, de Longo Borghini, elle avait quand même du mal à tenir les roues. Mais ça fait une belle 5e place pour sa formation qui vient quand même d'arriver en World Tour aussi. La EF était en deuxième division jusqu'à maintenant et désormais l'équipe est en World Tour. Donc c'est quand même un très très beau résultat. Et puis elle avait déjà fait 6e de la semaine internationale de Valence. En début février, donc pour l'instant c'est quand même un début de saison intéressant. Elle a déjà accumulé pas mal de jours de course, par contre on est déjà à 13 jours de course pour elle en cette mi-mars, mais elle a été très efficace je dirais en course. Moi elle m'a vraiment bien plu, Magdalene Vallière, et je trouve qu'elle assume parfaitement son titre de championne du monde et que ça ne l'a pas changé. Globalement, elle fait toujours du cyclisme de la même manière. Et ça, c'est intéressant de le dire et de le montrer. Pour c'est important de le montrer, voilà, pour Magdalene Vallière, voilà, qui a été efficace sur cette course, qui a été performante. Donc non, non, bravo, bravo à la Canadienne, et puis on verra ce que ça donnera quand même pour la suite. Et puis je termine avec Neviadoma, toujours là, Neviadoma. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment, c'est la fille la plus régulière du peloton. Je le dis toujours, Neviadoma, mais ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est cette régularité.
C'est-à-dire que ça fait depuis 10 ans qu'elle est au plus haut niveau et que chaque année, elle arrive à obtenir des résultats, qu'elle arrive à repartir, qu'elle arrive à réenchaîner. Même l'an dernier, où pourtant elle était tombée en début de saison, elle arrive à obtenir également des résultats. C'est la fille la plus régulière du monde. Alors, je sais pas si on s'en souviendra de Neviadoma très longtemps après la fin de sa carrière, mais moi j'aimerais qu'on s'en souvienne pour cette régularité, parce qu'il n'y a personne dans le monde du cyclisme, homme, femme, qui arrive à être aussi régulier depuis aussi longtemps. Ça fait depuis 2015, en gros, qu'elle est tout le temps aux avant-postes. Il n'y a pas eu une année où elle était en dessous. Et ça, c'est quand même impressionnant. Impressionnant, cette régularité depuis plus de 10 ans, quoi. Avec des époques du cyclisme qui ont changé, parce que le cyclisme d'il y a 10 ans, le cyclisme féminin d'il y a 10 ans, n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de densité, on a beaucoup plus d'équipes, on a beaucoup plus de filles qui peuvent prétendre à des résultats, mais elle est toujours là. Elle est toujours aux avant-postes, elle arrive toujours à obtenir des résultats. Deuxième du Het Nieuwsblad, troisième d'Estrade, même 11e du trophée Alfredo Binda. Elle est toujours là, toujours aux avant-postes, alors que c'est quand même une fille qui a un vrai défaut. C'est pas de punch, on l'a vu encore. C'est-à-dire, pour faire la différence, Neviadoma, c'est extrêmement compliqué, car elle n'a pas de punch. Elle n'a pas cette capacité à changer de rythme. Ça a toujours été un défaut chez Neviadoma, mais aujourd'hui, c'est la fille la plus régulière du peloton, quoi. À 31 ans, dans le cyclisme féminin, mais même dans le cyclisme masculin, on n'a personne qui arrive à être présent autant pendant toute la saison, et surtout qui n'a pas eu d'année de moins bien ou d'année un petit peu en dessous. Non. Elle est présente à la fois sur les courses par étapes, elle est présente sur les classiques ardennaises, elle est présente sur les flandriennes. C'est vraiment une fille qui a des qualités immenses, Neviadoma. C'est peut-être pas la fille la plus... c'est une fille qui reste quand même assez discrète, mais voilà quoi. J'aimerais qu'on retienne quand même de Neviadoma quand elle arrêtera peut-être, c'est cette régularité. Parce que ça fait depuis des années qu'elle arrive comme ça à être aux avant-postes. Et puis aussi cette fidélité aussi à Canyon SRAM, parce qu'elle est là depuis 2018 chez Canyon SRAM. Elle est là depuis extrêmement longtemps dans le cyclisme féminin, mais elle a eu en gros 2 équipes, la Rabobank et Canyon SRAM dans sa carrière. Et ça fait depuis des années voilà, qu'elle est fidèle à Canyon SRAM, et ça il faut le saluer aussi, parce que dans un cyclisme où on a tendance à casser les contrats, à changer énormément d'équipes, à aller là où le vent porte, ou surtout les dollars portent, on va dire, le fait d'avoir une Kazan Neviadoma qui est peut-être pas dans la meilleure équipe du monde aujourd'hui, mais d'être toujours fidèle à cette formation, moi je dis bravo. Et puis bravo, oui, à cette régularité, quoi. C'est quand même une fille aujourd'hui qui sur toute l'année est présente, et encore là aujourd'hui sur des Strade Bianche, qui se fait pas avoir par ce coup qui part de loin, et qui arrive à revenir. Non, chapeau du côté de Kasia Neviadoma, qui voilà, m'impressionne à chaque fois par cette capacité à être tout le temps présente aux avant-postes, et ça c'est quand même extrêmement fort de sa part. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du côté de ces Strade Bianche. Je commence avec Lotte Kopecky, ouais, qui a jamais vraiment existé sur cette course, qui est quand même fait un début de saison extrêmement timide. Lotte Kopecky, c'est vrai que j'attendais à ce qu'elle redémarre vraiment sur un très gros rythme, du fait que son année 2025 a été difficile, et notamment sur la deuxième partie de saison. Pour le moment, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent sur les 3 courses auxquelles elle a participé. Elle s'en est un peu mieux sortie sur le trophée Alfredo Binda, mais ça, Extrade Omloop, ça a été extrêmement difficile. À 50 bornes de l'arrivée, déjà, tu sais qu'elle va pas gagner la course. Tu sais que si elle fait un top 10, ça sera déjà un très très bon résultat, vu la tournure de l'épreuve.
parce qu'elle est en difficulté, mal positionnée dans ce peloton. À l'époque, il y avait encore un peloton à ce moment-là de la course. Et elle est vraiment pas incroyable, Lotte Kopecky. On va voir ce que ça va donner là sur cette semaine avec Nokere et Milan-San Remo. Voir si ça progresse au niveau de la forme. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment rassuré par la Belge parce que encore une fois l'année 2026 a été compliquée pour le T Kopecky. Hein. Il y a eu assez peu de choses qui ont marché encore une fois sur la deuxième partie de saison parce que sur le tout début de saison il y avait eu notamment cette victoire sur le Tour des Flandres. Et ensuite, ça s'est vraiment délité à partir de mai. Ça a été vraiment très difficile pour elle. Là, on va voir ce que ça va donner, mais elle a eu pas mal de pépins physiques. Ça aurait été bien qu'elle se relance tout de suite fort. Ça, que ça redémarre sur un très gros tempo, sur un très gros rythme. Ça aurait effacé un petit peu les doutes. Là, c'est pas vraiment le cas, vu ses résultats. Après, le problème aussi, c'est que chez SD Works, il n'y avait pas que Lotte Kopecky, mais que toute l'équipe est passée à travers. Van der Breggen, qui fait seulement 18e, Nienke Winke 32 parce qu'elle attendait de remonter tout le monde, ça n'a pas marché, et même une Misha Bredewald qui finit seulement 55. Ça a été une course très difficile pour la SD Works. C'est pas habituel pour cette formation-là de passer autant à côté sur une épreuve. Parce que la SD Works, ça reste quand même parmi les très grosses structures du peloton. C'est l'équipe qui a gagné le plus de victoires. Alors certes, grâce à Lorena Vibus, mais on est quand même sur l'équipe qui est numéro 2 au classement mondial UCI en 2025. Donc on parle quand même d'une des meilleures formations féminines du monde et qui pendant très longtemps a été l'équipe numéro 1. Et j'avais rarement vu SD Works passer autant à côté depuis le Tour de France Femmes de 2025, où c'est vrai que en montagne, en gros, il y avait que Van der Breggen et même sur les étapes de plat, où on n'avait que Lorena Vibus, le reste de l'équipe était passé un petit peu à côté. C'est pas très rassurant, parce que c'est vrai que maintenant on commence à avoir quand même des très très belles structures. FDJ Suez est une très belle structure bien entendu, mais Longo Borghini également avec la UAE. N'oublions pas quand même la Lidl Trek qui est toujours là, la Edge Insurance qui est là aussi. Donc on a maintenant beaucoup d'équipes qui sont costauds et solides. Et c'est vrai que de voir la SD Works autant absente des débats, sur ces Strade Bianche, ça m'a vraiment énormément surpris, et avec Lotte Kopecky qui est passé à côté, mais pas seulement. C'est-à-dire quand vous regardez, la majorité de l'équipe en fait est passée à côté sur cette épreuve. Donc c'est vrai que ça a été une déception pour moi la SD Works et notamment Lotte Kopecky peut-être un peu plus encore parce que j'aurais bien voulu qu'elle redémarre vraiment à un très très bon niveau. Lotte Kopecky, qu'elle retrouve vraiment des belles sensations et ça n'a pas été véritablement le cas pour la Belge. Deuxième, Liane Lippert. Oui, j'en faisais mon outsider vraiment du côté de la Movistar. Je me disais qu'en plus, la Lippert, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas Marlène Reusser. Donc c'est vrai que dans cette formation-là, il y avait ni Kate Ferguson ni Marlène Reusser. Autant vous dire que chez Movistar, quand les deux ne sont pas là, les souris dansent, mais c'est vrai que ça donne forcément des opportunités à Liane Lippert, qui sinon, dans ce genre de situation, se retrouve un petit peu bloquée par ces filles-là, et elle doit souvent faire le travail pour ces filles-là au niveau équipière. Donc là, je me disais, ah, ça peut être pas mal. En plus, moi, j'avais adoré son Giro, où j'avais trouvé qu'elle avait été excellente sur les parcours, notamment de moyenne montagne, où je l'avais trouvée vraiment très performante, avec une grosse pointe de vitesse. Je trouve qu'elle a vraiment retrouvé des jambes en 2025. Liane Lippert, elle avait un petit peu disparu des radars depuis qu'elle était arrivée chez Movistar, parce qu'elle était arrivée en ayant fait une grande saison chez DSM à l'époque. Elle avait eu du mal à redémarrer Liane Lippert.
Et là, c'est vrai que son début de saison était très intéressant, notamment à Palma de Majorque, mais aussi du côté de Valence, où j'avais vu le résumé de sa deuxième place. J'avais regardé un petit peu rapidement l'étape, j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc c'est vrai que je me disais, tiens, sur un parcours comme ça vallonné, en sachant qu'elle va avoir le leadership, une équipe complètement tournée autour d'elle, ça va être pas mal. Et puis, bah, dès que ça a vraiment accéléré, elle n'était pas en capacité de tenir le rythme, hein. On a senti qu'il en manquait du côté de Yann Lippert pendant toute la journée. Dès que ça a accéléré, elle faisait partie des premières filles distancées. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait des belles choses à faire, hein, du côté de Yann Lippert, qu'il y avait vraiment, si elle avait eu des bonnes jambes, peut-être là, surtout comment la course s'est jouée dans le final à Sienne. Tu te dis que dans un groupe comme ça à 8-9, Liane Lippert aurait été très dur à déposer. Parce qu'on sait que c'est une excellente puncheuse, l'allemande, mais oui, bah, il aurait fallu être avec ces 8 filles-là, sauf que bah, quand ça a vraiment accéléré à chaque fois, eh bien elle n'était pas en mesure, pardon, d'accélérer le rythme, hein, Yann Lippert, donc ça a été le gros souci sur ce parcours du côté de la concurrente allemande. On poursuit avec Puk Peters. Là aussi, pour moi, petite déception du côté de Puk Peters parce que je pense qu'elle a peut-être mal géré son effort pendant la journée. Elle finit 6e aujourd'hui, Puk Peters, mais dans la montée finale, elle a vraiment pas pu tenir le rythme. Et c'est assez surprenant parce que c'est quand même une excellente puncheuse, la Puk Peters. J'en faisais l'une de mes favorites. Vraiment pour cette journée de compétition parce qu'on sait que c'est une fille qui, bien entendu, vient du cyclocross, donc les chemins de terre, elle est très à l'aise. Donc je me disais, comme elle est très à l'aise sur ces chemins de terre, elle peut, sur les longs passages gravel, économiser de l'énergie par rapport à certaines de ses adversaires et avoir donc une cartouche peut-être supplémentaire sur la fin, pouvoir faire une attaque plus tranchante et faire extrêmement mal sur la deuxième partie de course. Mais le problème du côté de Pete Peters, c'est que bah ça n'a pas fait du tout. Sur la deuxième partie de course, on a eu l'impression qu'elle manquait d'énergie, qu'elle manquait de force sur cette fin de course. Alors c'est bizarre parce que c'est l'Estrade Bianche, c'est 133 km, donc on est sur un format classique de course féminine. Mais j'ai eu l'impression que, voilà, on pourrait dire, passer les 3 heures de course, ça a été compliqué pour la néerlandaise, qu'elle n'a pas réussi à retrouver un second souffle par rapport à une Elise Chabet, par exemple, par rapport même à une Elisa Longo-Borghini, qui peut-être à des moments était un peu moins bien, qui ont réussi à finir fort. J'ai pas eu cette impression-là du côté de Pete Peters. J'ai eu vraiment l'impression qu'il en manquait sur la fin du côté de la concurrente de la Phoenix Première Tech. Donc oui, petite déception pour moi. Voilà, pour Pete Peters, parce que c'est vrai que j'en faisais vraiment ma favorite. Alors elle finit 6e quand même, hein. C'est pas un résultat catastrophique, mais on sait que les courses d'un jour, elle aime bien quand même ce format-là de course. Elle a fait du VTT, elle fait du cyclocross, donc normalement ça doit marcher, voilà, sur ce type de parcours. Elle n'a pas été embêtée par des problèmes de course, contrairement, je pense à Pauline Ferrand-Prévot par rapport à d'autres filles qui parfois ont été gênées par les chutes. Je pense notamment aussi à la SD Works où on a été gêné par les chutes, où on n'a pas pu être aux avant-postes au moment où vraiment ça a accéléré, où ça a déclenché, où on a pu réagir mais que trop tardivement. Ou du côté de Pauline Ferrand-Prévot, on avait une Marianne Vos qui était à l'avant de la course aussi, donc c'était compliqué de rouler derrière. Mais du côté de Puk Peters, au final, elle finit qu'une place devant Marianne Vos, alors qu'on sait que Marianne Vos, maintenant, le final quand même à Sienne était un peu dur pour Marianne Vos. Alors pour Puk Peters, normalement, ça correspondait complètement à ses qualités. Donc j'ai l'impression que on n'avait plus vraiment d'essence dans le moteur, qu'on en avait peut-être trop fait auparavant, notamment dans le dernier passage du Tolfé, et qu'après derrière, pour remettre une deuxième attaque peut-être un quart d'heure après, c'était beaucoup plus difficile. Donc dommage, voilà, pour la néerlandaise, peut-être une erreur sur la gestion de l'effort. Puis je termine avec Kim Lecourt.
Ouais, Kim Lecourt, qui n'a jamais vraiment existé. Alors, elle a été gênée par des problèmes mécaniques. Et le problème, c'est que les problèmes mécaniques, j'ai l'impression qu'elle les a eus à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Donc, juste avant que ça commence vraiment à déclencher très fort. Et le temps de revenir dans le peloton, de refaire des efforts, ça a été un petit peu trop dur pour elle. Dommage pour Kim Lecourt, c'est que le début de saison est un petit peu timide aussi. Ah non, non, je dis une connerie, elle a fait 4 de l'UAE Tour. Je pensais qu'elle avait fini plus loin. Je croyais qu'elle avait couru depuis l'UAE Tour, mais non, elle n'a pas couru depuis l'UAE Tour. Donc non, j'ai dit une bêtise du côté de Kim Lecourt. Mais oui, maintenant on l'attend aussi, hein, Kim Lecourt. Hein. L'an dernier, c'était la belle révélation dans le cyclisme mondial à ce niveau-là de compétition. Maintenant, on sait que c'est une fille qui est beaucoup plus, enfin, qui est dangereuse. Maintenant, tout le monde connaît son nom, Kim Lecourt. Même si elle essaye de nous tromper avec son changement de couleur de maillot national, parce que maintenant, c'est vrai que ça ressemble beaucoup moins au maillot de champion du monde. Hein. C'est vrai que les dernières années, on avait parfois des soucis à la remarquer dans le peloton parce que elle avait un maillot qui ressemblait beaucoup au maillot de champion du monde, le maillot de Lynn Morris. Maintenant, le maillot est très orangé. Voilà, le maillot de Kim Lecourt, elle a changé les couleurs. Ça a peut-être été une demande de l'UCI, ou peut-être qu'elle voulait qu'on la remarque beaucoup plus comme ça dans le peloton. Peut-être Magdalene Valdière lui a envoyé un mail et ça serait quand même pas mal que tu changes ta couleur de maillot. Mais donc le maillot est différent, mais on a senti Kim Lecourt là aussi a jamais réussi à être vraiment dans le bon tempo, et elle a toujours eu du mal, voilà, pendant toute la journée. Elle a été embêtée par les chutes, par je crois des problèmes mécaniques également, Kim Lecourt, donc si a joué forcément sur sa performance, c'est dommage. Après Kim Lecourt, moi je me dis il faudra quand même s'en méfier à Milan-San Remo, parce que si elle accélère dans le Poggio, il y a peut-être peu de filles qui vont être en capacité de suivre. Et ensuite, derrière, on sait que dans un sprint en petit comité, Kim Lecourt, elle est extrêmement dangereuse. Et s'il y a bien une équipe qui peut durcir la course, et qui doit durcir la course pour moi, c'est peut-être la Edge Endurance, hein, du côté des filles, qui doit peut-être rouler fort. Donc, faudra se méfier de l'équipe Edge Endurance, parce qu'ils n'ont pas vraiment de sprinteuse du côté de la Edge Endurance. Je sais pas si on enverra Gladys Verhulst. Donc, dans ce cas-là, c'est Kim Lecourt favorite. Et là, il va falloir durcir. Hein. Ça sera une obligation si on veut aller chercher un grand résultat du côté de Kim Lecourt, si on veut aller gagner cette épreuve. Et voilà, on a fait le tour du côté de ces Strade Bianche donnés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!